Le sixième point, instaurer une véritable démocratie économique et sociale impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. Là aussi, c'est un copier-coller d'une phrase tirée du CNR, du programme du CNR, qui faisait 2 pages. Hein. Donc vous voyez, je reprends pratiquement tout le programme du CNR. C'est pas moi qui l'ai écrit, ce sont nos aïeux de 1944 qui ont dit qu'il fallait instaurer une véritable démocratie économique et sociale impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. Alors, l'éviction des féodalités économiques et financières, la première chose à faire, c'est de réattribuer à la Banque de France son rôle normal de financement de l'État et des collectivités locales, sans quoi tout contrôle de l'endettement public est voué à l'échec. Je vous renvoie à mes conférences explicatives sur la question. Ça nécessite l'abrogation notamment de l'article 125 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'éviction des féodalités économiques et financières, c'est également de mettre un terme à cette espèce de véritable scandale dont les Français ont pris la connaissance depuis simplement quelques mois, qui est le pouvoir exorbitant qui est pris désormais par des agences de notation internationales. Alors on vous dit, mais Moody's a décidé ceci, mais Standard & Poor's a décidé cela. Ça va très loin, puisque vous savez que lorsqu'il a été question de mettre un terme à la politique, nucléaire française, Standard & Poor's a immédiatement fait savoir, a tiqué, en faisant savoir qu'elle allait peut-être dégrader la cotation de Areva. Où va-t-on? Si tous les actes désormais de politique décidés par le peuple français sont soumis à l'accord de Moody's, de Standard & Poor's ou de Fitch Ratings, ben à ce moment-là, il n'y a même plus besoin de faire de vote. Il n'y a plus qu'à demander à Standard & Poor's, à Moody's, ou j'en parlerai dans un instant, à JP Morgan et à Goldman Sachs, de décider de diriger la France. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. J'insiste auprès de vous sur le fait que Moody's... C'est qui Moody's? Moody's, le premier actionnaire de Moody's, c'est M. Warren Buffett, qui est un Américain, 3e fortune mondiale, selon le magazine Forbes. Il était première fortune mondiale il y a 3 ans, il est devenu 3e fortune mondiale. Bon, c'est Warren Buffett qui a 13% de Moody's. Lorsque Moody's annonce qu'il va dégrader la notation de la France, M. Warren Buffett, qui est un spéculateur né, le sait 15 jours avant. Donc il peut prendre toutes ces dispositions pour spéculer, bien entendu, sur, par exemple, les obligations du Trésor français. Standard & Poor's dépend d'un conglomérat, excusez-moi, canadien, présidé par M. Harold McGraw III, puisque ce sont des familles où on s'attribue des numéros, comme chez les Bourbons. Et donc il y a eu M. Harold McGraw I, M. Harold McGraw II, mais c'est M. Harold McGraw III qui est le propriétaire de Standard & Poor's. Quant à Fitch Ratings, c'est une société qui est beaucoup moins connue que les deux autres, mais qui quand même compte, qui a été rachetée par un Français qui s'appelle Marc Ladret de Lacharrière. Donc, l'éviction, c'est des grandes féodalités, ça nécessite le rétablissement effectif du contrôle des flux de capitaux, de marchandises, de services et de personnes. Si nous autorisons la libre circulation des capitaux, eh bien nous ne pourrons pas faire en sorte autrement que de dépendre de la notation des agences de notation. Alors j'ai entendu des trucs délirants, je voyais je ne sais plus qui dit, c'était M. Bayrou, qui dit qu'il faut créer, ou M. Hollande, il faut créer des agences de notation européennes qui auront d'autres critères. Mais c'est très gentil ça. Créer n'importe quelle agence, si les agences donnent des renseignements lénifiants, mais les marchés financiers se ficheront éperdument de ce que dira cette agence européenne. La seule chose qui comptera pour les marchés financiers, ce sont les agences américaines. Donc la seule solution, c'est pas la seule raison, mais la seule solution pour remédier à ce pouvoir indu et de plus en plus puissant des agences de notation, c'est de réintroduire le contrôle des flux de capitaux. Et je rappelle cette phrase célèbre de Gaulle, la politique ne se fait pas la corbeille. Il parlait à l'époque de quelque chose qui a disparu désormais, qui était la corbeille de la bourse, autour de laquelle se faisaient les transactions. Ça n'existe plus désormais, mais le principe est bien là. Un peuple qui se tient, un peuple souverain, un peuple qui est libre, c'est un peuple qui ne laisse pas
décidé de son navire collectif par une oligarchie, parce que nos ancêtres de 1944 appelaient des féodalités économiques et financières. C'est pas les seuls. Hein. Vous connaissez également ces sociétés, JP Morgan, Goldman Sachs, American Funds, Vinci, etc. Toutes ces sociétés qui mettent la main de plus en plus sur notre patrimoine public qui est vendu à l'encan à la demande de la Commission européenne dans le cadre de l'article 121, je le disais tout à l'heure, des grandes orientations de politique économique, puisque, paraît-il, on ne pourra pas s'en sortir si on ne vend pas tout. Ça tombe assez bien, puisque la Commission européenne dit la même chose aux Grecs, aux Italiens, aux Portugais. Si nous continuons comme ça, et je pèse mes mots, dans 10 ans, on nous expliquera qu'il faut vendre la Joconde et le château de Versailles. Hein. Si on ne met pas un terme à ce système de pillage généralisé. Donc, nous devons rétablir un contrôle des mouvements de capitaux. Comme je le dis, contrôle, ça veut dire contrôle. Ça ne veut pas dire interdiction définitive et absolue. Il n'y avait pas eu avant, dans les années 60, 70, 80, il n'y avait pas d'interdiction définitive et absolue. Simplement, il y avait un contrôle avec un système d'autorisation ou de refus. Ben, c'est à ça qu'il faut revenir avec, évidemment, un montant en dessous duquel il y aura une autorisation, comme c'était le cas. Par exemple, je ne sais pas, transférer 10 000 ou 20 000 euros à l'étranger pourra rester quelque chose de normal, mais en transférer 100 millions d'euros, là, non, parce que là, c'est un investissement, c'est une délocalisation. Et l'État, c'est-à-dire vous et moi, nous tous, c'est au peuple français de dire s'il est d'accord ou pas d'accord. Donc ce n'est une interdiction systématique, ni une autorisation systématique. De toute façon, et comme je le dis souvent, soit c'est ça, soit c'est l'abdication de toute souveraineté devant les fonds d'investissement, les banquiers et les agences de notation. Et puis évincer les fonds d'investissement et les spéculateurs de toutes les sociétés de services publics. Ça veut dire par exemple l'éviction de JP Morgan et de Goldman Sachs du marché français du gaz. Sur instruction européenne qui a exigé de la France qu'elle ouvre le marché du gaz et de l'électricité à la concurrence, paraît-il, le gouvernement Fillon a décidé en janvier 2010 d'ouvrir le marché du gaz en France à Goldman Sachs et à JP Morgan. Ce sont deux banques d'affaires américaines dont vous pouvez imaginer assez volontiers qu'elles se moquent totalement éperdument d'assurer la fourniture en gaz de Madame Durand qui se trouve à Grenoble ou de Monsieur Dupont qui se trouve dans la banlieue de Carpentras. C'est vraiment pas le problème de Goldman Sachs et de JP Morgan. Ils ne sont là que pour dégager le maximum d'argent, le maximum de profit. Et il se passe toujours le même scénario. On ouvre le marché du gaz à JP Morgan et à Goldman Sachs, et dans les semaines, les mois qui suivent, on a d'un seul coup une campagne de presse orchestrée qui explique aux Français « Vous ne payez pas du tout le prix du gaz que vous deviez payer. C'est beaucoup, beaucoup plus cher que ça. » Et donc on assiste, alors même que normalement, quand on ouvre à la concurrence, on devrait assister à une baisse du prix du gaz, on assiste à une augmentation du prix du gaz. Alors on nous a fait le coup sur le gaz, on nous a fait le coup sur l'eau, on est en train de nous faire le coup sur l'électricité, donc il va falloir dire un coup d'arrêt. Donc il faut évincer Goldman Sachs, par exemple, de JP Morgan du marché français du gaz. Il faut évincer Bouygues et donc ses actionnaires américains, American Funds, par exemple, de TF1. Il faut évincer Vinci des sociétés d'autoroutes, etc., pour faire un retour à la nation. Le 7e point, assurer la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général. Là aussi, c'est un copier-coller d'une phrase tirée du programme du CNR. La priorité à l'intérêt général, ça veut dire l'interdiction des activités de lobbying et de trafic d'influence. C'est passé un petit peu vite, mais je reviens ici pour vous présenter ces deux sociétés que vous ne connaissez pas. Ce sont deux grands groupes multinationaux d'origine américaine qui s'appellent Hill & Knowlton et Burson Marsteller. Je vous conseille de vous renseigner sur ces sociétés si vous ne les connaissez pas. Ce sont des sociétés qui sont chargées d'organiser la désinformation, la manipulation de l'opinion. Hill & Knowlton, par exemple, c'est sa grande spécialité, orchestrer des paniques mondiales. Par exemple, la crise de la grippe aviaire, et puis la crise de la grippe porcine. Tout ça a été orchestré à la demande du laboratoire Roche et du laboratoire Gilead Sciences, dont l'un des actionnaires est M. Donald Rumsfeld, qui possède le brevet sur le Tamiflu. Eh bien, ils ont été chargés d'organiser une panique mondiale parce qu'en disant, voilà, il y a la grippe aviaire, eh bien, il faut acheter du Tamiflu. Le résultat, c'est que, sous le pontificat de M. Dominique de Villepin, le gouvernement français a donc acheté pour 180 millions à peu près d'euros
de Tamiflu, qui ont servi à quoi? À enrichir le laboratoire Roche, le laboratoire Gilead Sciences et accessoirement Hill & Knowlton. Et puis comme il n'y a eu aucune épidémie de grippe aviaire et que le vaccin dure 3 ans, et bien au bout de 3 ans, eh bien le Tamiflu est parti directement à la poubelle. Et au bout de 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait revendre du Tamiflu, donc il y a eu un nouveau recours au service de Hill & Knowlton, et cette fois-ci, ça a été la grippe porcine. Alors là, il y a eu un facteur 10, parce que Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Santé, nous a laissé une ardoise de environ 1 800 millions d'euros, 1 milliard 800 millions d'euros, de frais pour acheter du Tamiflu. C'est plus que le budget de l'INSERM, hein. Ça s'appelle de l'escroquerie générale. Ce sont des sommes colossales, et naturellement, les vaccins ne servent à rien, donc sont en train de pourrir. Alors faites le compte, c'est tous les 3 ans. Donc le dernier cas, c'était 2009-2010. Donc les vaccins vont bientôt être périmés, dans 1 an. Ça veut donc dire que probablement dans 1 an, nous allons avoir une épidémie d'encéphalopathie des dindons ou de grippe des saumons qui va sortir d'un seul coup d'un chapeau, et cette fois-ci, ça sera un facteur 10 en plus. Donc, il faut arrêter tout ça. Ça fait partie... Alors, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Ce sont des entreprises de désinformation qui sont payées pour ça. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point le monde moderne est un monde de gangsters. Parce que Hill & Knowlton, par exemple, a été chargé par le gouvernement américain, c'est eux qui avaient été chargés d'organiser la guerre contre Saddam Hussein dans la première guerre d'Irak. Puisque lorsque Saddam Hussein est intervenu en Koweït, les sondages montraient que 70% des Américains ne voulaient pas envoyer les soldats américains en Irak. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le gouvernement américain a eu recours au service de Hill & Knowlton. Et Hill & Knowlton a fait quoi? Eh bien, a organisé un faux, c'est-à-dire a orchestré l'affaire des bébés dans les couveuses de Koweït City. Alors, certains d'entre vous dans cette salle n'étaient peut-être que des bébés eux-mêmes, ou n'étaient peut-être même pas nés. Mais on a appris d'un seul coup qu'il y avait eu 347 bébés qui avaient été trucidés par des baïonnettes. On voyait une femme en pleurs qui expliquait que c'était affreux, etc. Bon, ça a fait le tour de la planète, et on est passé de 65% ou 70% d'Américains qui étaient hostiles à une intervention militaire à 65% d'Américains qui étaient favorables à une intervention militaire en Irak, ce qui d'ailleurs a eu lieu, puisque donc des Américains sont intervenus en Irak. On a appris quelques temps après, 3-4 mois après, qu'il n'y avait jamais eu le moindre bébé dans la moindre couveuse qui avait été trucidé. Ça fait partie de ces opérations de pure et simple désinformation. D'ailleurs, de façon générale, quand vous voyez sortir d'un chapeau une information qui vous dit « Tiens, il y a eu 200... » Par exemple, on a vu... Enfin, je me hasarde un peu. Mais on a appris, donc il y a quelques jours sur l'affaire syrienne, on a appris en l'espace de 2 heures qu'il y avait eu 230 morts dans des bombardements à Homs. Comment fait-on, quand il y a des bombardements, pour savoir tout de suite le nombre de morts? Rappelez-vous, par exemple, pour le naufrage du Concordia, récemment, il a fallu attendre 3 semaines ou 1 mois pour savoir qu'il y a à peu près 32 morts. Et là, en l'espace de quelques minutes, dès que vous savez, il y a des informations qui arrivent comme ça, ils avaient, pour l'orchestration de la grippe aviaire, par exemple, on apprenait d'un seul coup qu'il y avait eu 15 morts au Mexique. Et toutes les agences de presse reprennent, il y a eu 15 morts au Mexique. Mais personne on les a vus, les 15 morts. Et c'est pareil pour les bébés sous les couveuses. Hein, voilà comment ça marche. Donc, interdiction des activités de lobbying et de trafic d'influence, c'est exactement du trafic d'influence. En particulier, interdiction de tout organisme autorisé dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Il y a eu un scandale qui est en cours, d'ailleurs, vous connaissez l'affaire Servier. Eh bien, l'affaire Servier, il y avait des gens du laboratoire Servier qui étaient à l'Assemblée nationale en train de faire du lobbying au sens étymologique du terme, puisque lobbying vient, comme vous le savez, monsieur, du mot anglais lobby, qui veut dire le couloir. Voilà. Et puis un cadrage législatif des activités dites de think tank, c'est-à-dire tous ces think tanks qui prolifèrent. Ils devront désormais produire et rendre public de façon précise, exhaustive et justifier la totalité de leurs sources de financement. J'insiste là-dessus parce que, en matière européenne, vous avez une prolifération de think tanks, hein, le comité Bruegel, la fondation Terra Nova, je sais pas moi, tel ou tel groupe, j'en donne la liste, il y en a par dizaines et dizaines, qui sont censés vous expliquer d'un seul coup ce qu'il faut faire pour l'Europe.
Mais qui se cache derrière? Qui finance ces comités? J'ai été invité, pour une fois, à être interviewé, vous l'avez peut-être vu sur Internet, sur France 24. Je ne sais pas si vous avez vu certains d'entre vous, à une émission à destination de l'Afrique. J'aime bien nos amis africains, mais enfin, disons que c'est pas comme ça que je risque d'être très connu pour la présidentielle en France. Mais enfin bon, pour une fois que je pouvais m'exprimer sur une télévision, ceux d'entre vous qui ont visionné le film auront pu voir le parti pris absolument incroyable de la journaliste, qui d'ailleurs ne connaissait strictement rien, mais qui apprenait un parti pris systématique contre moi dès que j'ouvrais la bouche. Mais en tout cas, j'étais opposé à un monsieur qui s'appelle monsieur Pisani-Ferry, qui a été présenté comme un expert en matière d'euro, etc. Or, ce monsieur, il appartient à plusieurs think tanks, notamment le comité Bruegel, qui sont financés par des grandes entreprises comme celles dont je viens de parler, comme Goldman Sachs et JP Morgan. Donc il représente qui? Il représente le point de vue des gens qui financent son comité. Alors il m'a dit oui, mais il y a aussi des sociétés françaises. Mais je m'en fiche qu'il y ait des sociétés françaises. Il représente donc les intérêts de l'oligarchie industrielle et financière du monde euro-atlantiste. Et moi, je représente qui? Moi, je représente les gens qui me font confiance et qui me donnent 3 francs 6 sous pour développer notre mouvement. Hein?